Ça. Donc, Jérôme Jules, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans l'Académie de Nice et chargé de cours à l'Université Reims-Champagne-Ardennes. Vous êtes spécialiste de la colonisation dans les Petites Antilles au XVIIe siècle et vous allez nous présenter une intervention intitulée Récits de voyage et objectifs commerciaux, gouverneurs et marchands au service de la colonisation française aux Antilles 1626-1664. Bon, à une petite démonstration, je ne suis plus chargé de cours à Reims, hein, puisque j'enseigne à l'Académie de Nice, D'accord. mais je l'ai été auparavant. Bien, donc je tiens à remercier les organisatrices de cette journée d'études pour avoir retenu ma proposition de communication. Et je vais donc essayer d'être assez bref et de développer avec vous une approche concernant mes travaux. Alors, mes travaux ils portent sur une institution qui est assez méconnue par l'historiographie, c'est celle des gouverneurs de province de la monarchie dans l'Ancien Régime, et notamment les premiers gouverneurs des îles d'Amérique au XVIIe siècle. Leur action a été régulièrement remise en question, mais elle sera sanctionnée en 1661, 1664 également, par la reprise en main qu'opère la Colbert et Louis XIV, et sanctionnée également par la création de la Compagnie des Indes occidentales dont on a parlé tout à l'heure. Alors, depuis 1626, ces gouverneurs se sont investis dans la mise en place d'un premier empire colonial insulaire, dont l'action a été menée, initiée en grande partie par Richelieu. Ils sont au service de la Compagnie des îles, puis c'est bon. Ils sont au service de la Compagnie des îles. Ils s'impliquent dans les activités commerciales qu'ils peuvent mener. Et ces activités commerciales sont une des premières motivations, un des premiers objectifs de la colonisation. Leur action s'appuie en grande partie sur les marchands français, mais surtout hollandais, ce qu'on verra à travers le regard de quelques témoignages de voyageurs. Alors, pour la première période, avant 1626 jusqu'à 1635, on a peu de récits de voyages. Comme on a pu l'expliquer dans la précédente intervention, euh, ces voyages, ce sont des voyages qui sont ponctuels. Ce sont des sortes de petites des expéditions qui sont montées, mais qui n'ont pas de visée très dans la durée. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi m'appuyer sur un premier texte pour la premières approches françaises aux Antilles au début du XVIIe siècle. Alors, ces premières approches, elles ont d'abord lieu en- sur les côtes du Brésil et en Guyane. Alors très tôt, ces côtes sont fréquentées. Je crois que on connaît tous le voyage, le récit de voyage de Jean de Léry, qui a popularisé l'expédition menée dans la colonie de la France antarctique menée par Villegagnon, mais également André Tévé, qui a participé également à cette expédition. Et lui, de retour du Brésil, il fait escale et il y rencontre des Français à la Trinidad, une île qui est espagnole. Donc, on voit qu'il y a déjà une fréquentation assez régulière des Français dans cet espace. En 1562 également, deux bâtiments français sont signalés, sont repérés sur l'île, en train de commercer avec les Amérindiens. Alors, l'espace Caraïbe, il n'est pas directement visé par les Français au départ, mais par nécessité, ils le fréquentent. Pourquoi? Parce qu'il est sur la route finalement de retour des navires. Et les Français insistent pourtant pour fonder une colonie en Guyane. Alors, ils vont s'implanter en Guyane. Alors, ils s'implantent en Guyane avec deux armateurs, Jacques Riffaut et Charles Desvaux, qui au début du XVIIe siècle, hein, en 1602, s'installent une première fois, et Henri IV mandate Daniel de la Touche, le sieur de la Raverdière, pour y porter du renfort, et il est accompagné par Jean Moquet. Donc c'est ce témoignage qui m'a intéressé. Il m'a intéressé parce que il permet de découvrir une des étapes qu'il mène. Donc dans le livre 2,
Le livre 2, c'est un voyage qu'il mène au Cap-Vert, au Brésil, en Guyane, à Cumano. Alors, euh, Jean Moquet est au départ apothicaire du roi, jusqu'en 1601. Et Henri IV lui accorde donc la permission de voyager dans plusieurs pays étrangers. Il s'est rendu en Afrique, il s'est rendu au Portugal, au Maroc, au Mozambique, en Syrie et en Palestine. Et mais c'est ce second voyage-là qui nous intéresse. Donc celui au Brésil, avec l'étape qu'il mène aux Antilles. Précisons également que Jean Moquet est nommé garde du cabinet des singularités du roi aux Tuileries. Et ce qui fait qu'il va rapporter de ses voyages, il a pour mission de rapporter des singularités, des objets singuliers, hein, qu'il présente ensuite au roi. Euh, Également, il faut noter qu'il fait du commerce pour son propre compte. C'est ce qu'on verra dans ce, dans cette description de son voyage. Et il publie en 1617 donc l'ensemble de ses voyages en Afrique, en Asie, en Inde orientale et occidentale, en 6 livres. Ce récit est intéressant parce qu'il rassemble les principales caractéristiques des premiers établissements coloniaux en Amérique. Notamment, il permet d'évoquer leur dimension commerciale. Alors, tout d'abord, il nous fait état des routes qu'il a pu emprunter, les routes empruntées par les navigateurs français et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de leur navigation. Il embarque à Cancale en janvier 1604 et il doit attendre à peu près une quinzaine de jours avant de pouvoir partir. Il faut bien sûr que la mer soit disposée à laisser partir le navire. Il y a du vent et le premier navire fait naufrage. Donc ils doivent acheter un nouveau bateau et embarquer ensuite. Là, les péripéties commencent. Ils rencontrent un premier navire, des corsaires, qui tentent de les aborder. En fait, ce sont des Français. Donc les choses se passent bien. Ils peuvent poursuivre. Quelques semaines plus tard, il nous décrit un épisode où la mer agitée fait qu'un homme tombe à la mer et il est impossible de le sauver. Donc on voit que déjà l'expédition était une véritable aventure. Cette aventure, elle mène une première escale. Cette escale, ce sont les côtes dites de Barbarie. Alors là, c'est un terme qui est assez large. On suppose, alors il nous dit il arrive à l'embouchure du Rio de Oro. Moi, j'ai recherché, je ne l'ai pas retrouvé exactement. Enfin, j'ai retrouvé, mais en Méditerranée. Donc, ça me semble pas exactement la bonne escale, mais en tout cas, il décrit son arrivée sur la côte africaine. Et ensuite, il s'installe sur une petite île de sable de l'embouchure de ce fleuve, le Rio de Oro. Là, il y reste pendant un mois et il y patiente et ils y font des trafics avec des Libyens et des Noirs, de l'ambre gris, et puis ils profitent également pour faire des égades, hein, c'est-à-dire qu'ils reprennent de l'eau pour ravitailler le navire. Ensuite, la deuxième étape, ils font route vers le sud-ouest, vers les îles du Cap-Vert. Et ils vont aller jusqu'à l'île de Brava, une des plus petites îles du Cap-Vert. Et ils font également ravitaillement en eau, en poissons séchés, etc. Enfin, ils arrivent à l'embouchure des Amazones le jour de Pâques. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont abordés directement par les Amérindiens. Bien sûr, les Amérindiens sont habitués à voir les navires européens se présenter et ils servent de truchement. Alors, truchement, premièrement, en tant que guide, ils les guident pour aborder et ils vont guider le navire pour le mettre à l'abri sur la vase à marée basse. Alors, ce sont des itinéraires qui sont bien connus des Français. Habituellement, les Français suivent cette route, hein, transatlantique. Elle va évoluer par la suite au cours du XVIIe siècle, c'est-à-dire que ils délaisseront le Cap-Vert pour aller davantage vers les Canaries, en tout cas sur la période que moi j'ai étudiée. Les autres auteurs, hein, le père Duterte ou le père Bouton, décrivent la même chose. À chaque fois, ils font escale aux Canaries. Ils décrivent les difficultés du transport, le naufrage, les accidents, les tempêtes, la malnutrition, l'état sanitaire de l'équipage. Ce qui nous intéresse également, ce sont donc ces échanges. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils apportent, ces Français? On a évoqué tout à l'heure le fait qu'ils devaient s'adapter au goût finalement des populations locales. En fait, ils s'y adaptent en prenant de tout. Ils apportent des serpes, des haches, des couteaux, des patenôtres en verre,
des perles, hein, de diverses couleurs, et d'autres choses dites semblables. Donc, on voit que Jean Moquet, lui, nous décrit des échanges qui sont fondés d'abord sur le troc. Alors, j'ai relevé ici ce passage. Les Amérindiens, en parlant d'eux, avaient apporté là 1000 bagatelles pour troquer, comme gomme, plumes d'aigrettes et perroquets, tabac et autres choses que le pays porte. Je fis de mon devoir de troquer et pris de leurs marchandises le plus qu'il me fit possible. Nous faisions nos marchés sans parler, montrant par signes ce que nous voulions avoir pour ou donner. Et un peu plus loin, il explique à un autre lieu de vente, hein, une technique qui consiste à battre le rappel. Battre le rappel, c'est tirer du canon. Tous les Indiens au tour ayant entendu tirer du canon venaient de tous côtés pour troquer avec nos serpes, couteaux et autres merceries. C'est battre le rappel, mais c'est aussi les impressionner. C'est montrer qu'ils ont la puissance de feu et donc essayer d'imposer une forme de rapport de supériorité. En tout cas, c'est des modalités de trafic qui sont ritualisées. Alors, le commerce qui s'y développe doit beaucoup également aux Amérindiens. C'est-à-dire que les Européens, ici, on le voit, cherchent à exploiter du bois. Donc on est toujours sur les mêmes, finalement, les mêmes échanges qu'a pu décrire Jean Deléry, où les Européens sont intéressés par ce bois, ces bois durs, ces bois rares, et donc ils vont chercher du bois d'aloès. Ici, il nous dit, nous en chargeons bien environ 35 tonneaux qui faisaient 70 000 livres, pesant ou environ, et deux ou trois sortes de bois, l'un ressemblant fort au sandal rouge et l'autre au citrin, au bois de rose, et on a quasi l'odeur. Donc, on le voit ici, la recherche hein, à exploiter ce bois, ces bois rares. Il dit également à quoi il est utilisé. C'est un remède contre le mal de tête, la migraine et les fièvres tierces ou cartes. Et ce qu'il va en faire, il va le revendre en France. En France, hein, toutefois, de bien habiles et savants apothicaires de Tours, Poitiers, Angers, Fontenay, La Rochelle et autres villes en ont acheté de moi 10, 15 et 20 sols. Alors, euh, je reviendrai après sur ces échanges. Ce qui est significatif ici, c'est que on voit que finalement, ce qui se met en place avec Jean Moquet ici, c'est reproduction d'échanges qui sont déjà bien installés depuis longtemps, mais qui sont plutôt, euh, on va dire, opportunistes. La dernière étape de son voyage, c'est le retour vers l'Europe. C'est là que véritablement il m'intéresse, c'est que les Antilles sont sur la route de son trajet et il met les voiles donc vers Sainte-Lucie, puis Tobago, la Trinidad. Il passe l'île Blanche, Marguerite. Donc on voit qu'il navigue hein, dans ces petites Antilles afin de retrouver le chemin du retour. Et ces observations sont intéressantes sur la présence des autres Européens. Il constate qu'il y a plusieurs navires. Il constate que des navires se chargent de sel, d'autres y font de l'eau douce. Il y a les navires flamands, il y a les navires anglais. Essentiellement, c'est ce qu'il nous décrit ici. Euh, en fait, l'espace antillais est au cœur des échanges. Finalement, ça a longtemps été considéré comme des marges pour la pénétration des Espagnols en Amérique centrale. C'était une première étape, si on peut dire. Et les Français vont considérer aussi un peu comme ça par la suite, mais c'est surtout un espace incontournable. C'est le lieu où les navires font escale nécessairement lorsqu'ils reviennent vers l'Europe. Là, Jean Moquet essaie avec le capitaine du navire également de négocier, de faire des échanges. Il cherche des perles. Là, mais malheureusement, ils ne le trouvent pas. Et ils vont repartir avec un butin assez maigre. Ils rapportent des perroquets, par exemple, hein, pour les montrer au roi de France. Bon, malheureusement, comme ils souffrent un peu de la faim sur le retour, ils sont obligés de les faire rôtir. Ils font rôtir deux perroquets. Ils réfléchissent même à un moment à manger un ou deux sauvages, entre guillemets, hein, donc deux Amérindiens qui revenaient avec eux. Donc on voit ici la précarité également hein, de l'expédition du retour qui se fait, qui peut se faire dans la difficulté lorsqu'on affronte eh bien, les difficultés du voyage. Alors pour conclure sur Jean de Moquet, très brièvement,
son récit, lui, témoigne eh bien, de l'élargissement des pratiques commerciales des Français avec les Amérindiens. Élargissement du territoire des échanges consécutifs à la découverte du Nouveau Monde. Euh, c'est lié bien sûr à la maîtrise des voies de commerce transatlantiques, la création de réseaux d'échanges fondés essentiellement sur le troc, la circulation de marchandises en tout genre, notamment la traite de bois rare, et l'implication également d'Amérindiens et le recours à la main-d'œuvre locale. Sur le navire, il y avait un jeune Amérindien qui avait été emmené par les Anglais en Europe et qui leur servait également de truchement sur place. Et également la présence des Européens de plus en plus présents dans cet espace antillais, les Hollandais pardon, et les Anglais. Donc c'est dans cet espace finalement, cet espace de l'ère antillaise, que les Français vont s'établir enfin pour la première fois. Donc je cite ici l'anonyme de Carpentras qui participait à l'expédition menée par le capitaine Jean de Flory. Il dit, il arrive là toutes les années, en parlant des îles, hein, quantité de navires chargés de Français, de Flamands, Anglais et Espagnols qui vont ces îles pour s'y rafraîchir, pour recueillir de l'eau et quelques fruits. Euh, on voit ici que l'espace antillais va devenir finalement un espace central, et c'est au cœur de cet espace que les Français vont s'installer sur l'île de Saint-Christophe. Alors, l'île de Saint-Christophe, elle est au cœur de cet archipel. Si on pouvait la resituer un peu, elle se trouve ici au nord hein, des îles. Je vous la montrerai à la fin puisque j'ai établi une carte de l'ensemble des petites Antilles. Elle se trouve ici à proximité. Donc voilà, c'est approximatif ici. Alors, l'île de Saint-Christophe, elle motive justement les Amérindiens. Elle offre un havre bien protégé, bien connu des flibustiers, et elle est fréquentée régulièrement donc par Anglais, Français ou Hollandais. Depuis 1623, les Anglais se sont installés avec à leur tête un capitaine nommé Thomas Warner, et plusieurs Français sont également installés. Ils sont naufragés sur cette île et ils pratiquent la culture de pétain. Arrive à ce moment-là deuxième, un deuxième navire français. C'est mené par Pierre Belin d'Estanbuc, hein, considéré comme le fondateur de la puissance coloniale française aux Antilles, euh, qui va officialiser progressivement son établissement, l'établissement français à Saint-Christophe. Sa présence est attestée en 1624 une première fois. Il débarque définitivement en 1625. Alors, la légende du Tertre voudrait que, rapportée par le père du Tertre, voudrait qu'il aurait été euh, pris à partie par les Espagnols et qu'il aurait échoué ici. Euh, En tout cas, on sait qu'il y reste 7 ou 8 mois et qu'il va, avec les Anglais, s'accaparer cette île et surtout en chasser les Amérindiens. Donc, par rapport à l'étape précédente où Jean Moquet commerçait, échangeait, troquait avec les Amérindiens, on s'aperçoit que maintenant, on va faire 100 et les Européens vont s'approprier. Alors, je dis 100, ça n'est pas vraiment le cas, mais ils vont mettre de côté et s'approprier ces espaces insulaires progressivement. Alors, les motivations hein, dont ils font preuve ici, c'est tout d'abord la motivation de l'or et de l'argent, ce que nous dit d'ailleurs le père du Tertre. Il n'est pas aujourd'hui que l'or et l'argent qui ont fait de fortes impressions sur l'esprit des hommes et que le désir de posséder des richesses leur a fait mépriser les plus grands dangers et entreprendre les choses les plus difficiles. Donc on voit ici une des premières motivations, hein, c'est l'attrait des richesses pour saisir. Alors, Desnambuc retourne en France accompagné d'un d'un autre flibustier, du Roissier, qui lui, pardon, pas flibustier, hein, qui est un corsaire, puisqu'il bénéficie de lettres de marque. Et ils affirment auprès de Richelieu avoir eu connaissance de l'existence de mines d'or et d'argent. Rapidement, ils sont reçus et ils s'inscrivent dans une politique, la nouvelle politique coloniale souhaite initier Richelieu. Alors, il souhaite développer une politique maritime et coloniale assez prestigieuse, qui pour lui est nécessaire pour affirmer la monarchie française sur la scène internationale face notamment à son rival espagnol. Son programme est bien simple, créer une flotte capable d'assurer l'indépendance du royaume, et pour rivaliser avec anglais et espagnol, développer le commerce maritime par l'implantation de comptoirs coloniaux
Et d'ailleurs, conseillé par le Dunoyer de Saint-Martin, hein, qui incite Louis XIII à être le roi absolu et le seigneur sur la mer. Et il dit qui est puissant à la mer est roi partout, est respecté, et au contraire, qui est faible sera tenu pour. Donc on voit que l'esprit du temps incite justement à instaurer de nouvelles colonies, hein, et également à prendre à dominer ces espaces maritimes. Euh, euh, Richelieu est également conseillé par Isaac de Razilly. Non, Razilly ici, qui a produit un mémoire. Son mémoire rejette, alors, je ne vais pas vous relire l'ensemble du texte parce que ça risque d'être un peu long, euh, rejette justement les initiatives des marchands et lui, il défend l'idée qu'il faut fonder des compagnies qui seraient dirigées directement par un seul directeur. Il le dit, de mettre leur argent entre les mains d'un seul directeur, lequel ferait faire tous les embarquements nécessaires selon qu'il le jugerait à propos. Donc là, on touche à l'évolution qui a été évoquée tout à l'heure pour les comptoirs, pour les compagnies pardon, euh, de marchands. Euh, on souhaite se départir des opérations ponctuelles menées par des marchands qui finançaient une expédition. Là, dorénavant, ce sont des compagnies de commerce qu'on souhaite mettre en place. Et ça s'inscrit pleinement dans le projet de Richelieu qui favorise justement la création de plusieurs compagnies en début des années 1620. Tout échoue. Elles échouent, malgré en général pour des capitaux insuffisants. Donc là, Richelieu va s'orienter vers une compagnie plus puissante et il saisit l'opportunité qui est offerte par la- l'arrivée de Desnambuc et du Roissy qui ont pris possession de cette île de Saint-Christophe. Donc, euh, une des raisons qui lui permet justement, qui permet à Richelieu d'appuyer ces créations, c'est qu'il est devenu grand maître et surintendant de la navigation et du commerce de France, ce qui lui permet de valider et de valider la création de ces compagnies et de favoriser leur essor en délivrant des congés. Donc en 1626, une compagnie est fondée pour les îles. Notons également qu'en 1627, une autre compagnie est fondée pour la Nouvelle-France, qui reprend essentiellement les activités marchandes qui étaient développées par la compagnie de Montmorency ou la compagnie de Caen, de Guillaume de Caen. On va laisser ce point de côté, mais ce sont essentiellement pour l'Amérique du Nord des compagnies qui font le commerce des fourrures. Alors, la colonie Saint-Christophe, c'est la possibilité d'ouvrir un nouvel espace géographique euh, à la, à la, à l'expansion française et les deux candidats se voient accorder l'administration de l'île de Saint-Christophe pour en entreprendre la colonisation au nom de l'île, au nom du roi. Tout d'abord, il fixe un cadre. Richelieu crée l'établissement d'une compagnie privée qui est composée de 13 associés. Cette compagnie, eh bien, elle a pour objet de prendre possession des îles, d'en assurer le peuplement. Deuxième point, cette compagnie doit réaliser deux objectifs principaux. L'évangélisation des populations, premièrement, ce qui suppose l'envoi d'un personnel religieux. C'est pour la raison pour laquelle on verra par la suite fleurir ces productions d'écrits missionnaires, ces relations de missionnaires qui rapportent, hein, ce qu'ils ont vu aux îles. Mais bon, dans les médias, ils ne sont pas encore présents. Et puis, cette compagnie, elle est basée au port du Havre, ce qui rejoint un petit peu aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur la place des Normands. En fait, il y a une exclusivité du commerce, qui est réservée à ces ports rouennais, à Dieppe et au Havre. Donc, cette compagnie a l'exclusivité du commerce avec les îles. On a beaucoup de temps. 8 minutes. Alors, euh, pour aller à l'essentiel, cette première implantation des Français à l'île de Saint-Christophe n'est pas vraiment une franche réussite. Les Français s'implantent et ils cohabitent avec les Anglais, ils se sont mis d'accord. Il y a un traité de cohabitation qui est mis en place, mais
La difficulté viendra de l'escadre menée par les Espagnols qui viendra déloger les Français en 1629 une première fois. Une fois qu'ils sont délogés, eh bien, Duroissé doit abandonner et Desnambuc réussit finalement à se réimplanter sur l'île de Saint-Christophe et va assumer seul le gouvernement. De 1626 à 1635, en fait, ils sont assez démunis et ils se retrouvent à survivre avec on va dire, un soutien assez faible de la compagnie. Alors, c'est là que s'ouvre le premier cycle commercial des productions de l'île de Saint-Christophe. Là, le texte est assez connu, c'est le témoignage de Guillaume Copier qui rapporte donc ce qu'il a pu voir en 1628. Il était engagé pendant quelques années, alloué pendant quelques années à Saint-Christophe. Il a navigué dans l'Atlantique pendant 9 ans ensuite, et il nous rapporte ici son voyage aux Antilles. En tout cas, c'est le premier témoignage de l'implantation des Français à Saint-Christophe et de sa pérennité. Alors, euh, dans son voyage, hein, son itinéraire reprend les mêmes chemins les mêmes routes qu'avait pu emprunter Jean Moquet, depuis la France, donc jusqu'à l'Afrique, en passant par le Cap-Vert, puis jusqu'à, jusqu'aux côtes antillaises. Alors, Guillaume Copier rapporte hein, ici le regard qu'il peut porter sur l'Amérique, notamment sur les Antilles telles qu'il les a rencontrées. Il dit il faut considérer l'Amérique comme une grande, grosse et grasse vache à lait, laquelle nous domptons par ses cornes, y garroyant l'espagnol et plantant de temps à autre des diverses colonies. L'anglais la tient par la queue, et si bien qu'elle ne lui échappe guère des mains, attendu que nous, et eux, lui prenons assez souvent des vaisseaux et détenons plusieurs îles et contrées, comme je vous dirai si après. Enfin, le Hollandais ou Flamand, venant à la rencontre, il lui tire le lait jusqu'à la dernière goutte, car ils font tous les jours de notables progrès sur ces mers et régions lointaines. Alors, ce passage nous montre justement la difficulté que rencontrent les Espagnols à conserver ces espaces qui sont en théorie sous leur domination et le fait que les autres nations européennes se soient finalement accaparées ces espaces, jouant du fait qu'ils ne sont pas habités. Donc, ce seraient des terres d'allégalité hein, dans lesquelles eh bien, les Européens seraient légitimes à s'implanter. En tout cas, c'est le début d'une expansion coloniale assez réussie hein, pour les Français, puisqu'ils vont s'implanter en prenant progressivement pied sur plusieurs îles. Ce qui m'intéresse ici également, c'est le commerce qui est pratiqué. Commerce du coton et du pétain. Le pétain, c'est le tabac. Au sujet de la Barbade, les Anglais n'y ont autre commerce que celui du coton et du pétain, ce qui, par toutes les îles, j'ai dû oublier une phrase, vaut pour argent coton. J'ai dû oublier un mot. Vaut pour argent coton. Donc on voit ici, premièrement, que le développement de l'activité commerciale de ces îles est basé sur la production et la commercialisation du tabac. En effet, en Europe, il y a une forte demande. La conjoncture est favorable sur le marché européen. En 1623, la livre se vend 1 shilling. Elle se vend 3 shillings en 1625. Donc, on voit que c'est une production qui suscite un intérêt certain et qui génère des profits assez importants. Euh, En tout cas, ces établissements coloniaux, comme à Saint-Christophe, ils sont voués à l'agriculture commerciale. On voit également, on vous dit qu'elle vaut pour argent comptant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monnaie numéraire métallique qui circule. La production elle est échangée au poids dans l'espace de production contre des denrées de consommation d'origine européenne. Sur place, donc, l'unité de mesure, c'est la livre de pétain. Ça peut être la livre de coton, mais le coton réussit pas bien et les Français vont pas le développer. Et il va être échangé contre son, son équivalent au poids marchandise. Il n'y a pas de convertibilité entre la livre de tabac et la livre tournois aux îles. Hein, c'est bien poids contre poids. Peu importe la valeur réelle de ces productions. En tout cas, ça repose sur le principe du troc. Les marchandises ont valeur de monnaie et la compagnie, finalement,
la Compagnie des îles, hein, a mis en place un système dans lequel elle produit des denrées coloniales qui sont commercialisables ensuite en Europe. Et le profit numéraire, lui, n'est réalisé eh bien, qu'en métropole. Alors, l'étape suivante, c'est 1635. Les années 1626-1635 c'est une période qui est assez difficile pour l'implantation des Français à Saint-Christophe, comme je l'ai évoqué. Euh, En 1635, deux capitaines se présentent, Charles Liénard de l'Olive et Jean Duplessis, et ils sollicitent auprès de la compagnie le gouvernement d'une des trois îles qu'ils souhaiteraient éventuellement coloniser, la Martinique, la Guadeloupe ou la Dominique. Donc, en fait, leur initiative, elle relance la colonisation aux Antilles. La compagnie va être refondée. Et il y a un constat évident qui est fait. La compagnie a échoué. Elle est dans un état de délaissement. Elle n'a pas été capable, faute d'investissement, de subvenir aux besoins des colons. Et donc, elle est refondée sous le nom de Compagnie des îles. La précédente, sa devancière, n'avait pas vraiment de nom. On trouve parfois Compagnie de Saint-Christophe. On trouve aussi Compagnie des Indes occidentales, le terme qui sera repris en 1664. Les objectifs sont les mêmes que sa devancière et une petite évolution sur le périmètre de son périmètre d'intervention. Mais en tout cas, cette compagnie, elle est relancée et surtout, il y a un changement, c'est qu'on va s'appuyer sur les marchands de Dieppe. Les associés décident que finalement la compagnie va demander à des marchands de s'occuper du peuplement et de la traite. La compagnie va envoyer du personnel sur place, des commis, qui eux seront chargés de conduire les affaires. Et les deux capitaines, l'Olive et Duplessis, eux seront chargés du gouvernement de l'île à conquérir. Finalement, ils s'installent en Guadeloupe en juin 1635. Ils sont suivis très rapidement par euh, le capitaine d'Eslambuc, qui, lui, depuis Saint-Christophe, envoie faire prendre possession de la Martinique en 1635 également. Alors, le récit de voyage suivant, c'est celui de Daniel Le Hirbeck. Daniel Le Hirbeck, lui, fait son voyage euh, en, en 1642-1643 aux Antilles avant de revenir au Pays-Bas. Il est le témoin d'une reconversion économique en cours. En effet, à ce moment, lorsqu'il arrive à la Martinique, il dit, je mis pied à terre, je crois que j'ai noté ici, oui, je mis pied à terre le même jour en la dit-il, et y ai séjourné pour y traiter des marchandises jusqu'au 22 août 1642. Donc, on voit il se rend à la Martinique et que l'activité principale demeure le pétain. Euh, la, L'approche qu'il peut en avoir hein, est peut-être une approche un peu tronquée parce qu'il tombe à un moment où la conjoncture s'est un peu retournée. Il dit il s'y fait le meilleur pétain de toutes les autres îles. On voit qu'en effet, à un autre moment, il témoigne du fait que 29 navires français, flamands et anglais étaient tous chargés de pétins, mais ils périssent dans un ouragan donc en septembre 42. Alors pourtant, la décennie 1630-1640, elle est marquée par une crise de la production du tabac. La principale cause, c'est la concurrence qui est exercée par la production de la terre ferme en Virginie, au Maryland, qui ont été fondées vers 1620. Et là, il y a un véritable essor quantitatif et qualitatif. Conséquence, une chute des prix sur le marché de Londres dès 1631, et qui fait que le tabac antillais ne se vend plus qu'à la moitié de sa valeur, et il est marqué par une forte dépréciation. Alors, quand Daniel de Herbeck, lui, arrive, il a une vision un peu tronquée parce qu'il y a eu un rebond, justement, qui apparaît donc à partir de 1640. Euh, En 1640, le prix était revenu à 10 sols la livre, le même prix qu'en 1635. Donc finalement, euh, on a l'impression que le pétain va continuer à être cultivé. En fait, c'est qu'il y a une forme d'illusion de la part des Français qui ont du mal à se reconvertir. Pourquoi? Parce que la production du pétain, elle est simple. C'est une plante qui est facile à cultiver. Elle mobilise peu de terre, elle mobilise peu de matériel et peu de main-d'œuvre. Donc des faibles investissements. Bon, en réalité, il va falloir investir davantage
et la reconversion va s'opérer vers la production du sucre. Vous me laissez encore quelques minutes? Alors, pour terminer, sur la reconversion du sucre, j'avais donc j'ai pris comme témoignage celui de Charles de Rochefort. En effet, des écrits missionnaires sont assez nombreux sur la période qui témoignent. À chaque fois, il y a régulièrement, je pense à Maurice de Saint-Michel ou à Jean-Baptiste Duterte, il y a un chapitre qui est consacré eh bien, à la production, au commerce dans les îles. Et ici, on constate que euh, pour, euh, pour Rochefort, hein, il met en avant qu'il y a eu une forte production de pétun qui a eu lieu, euh, que le tabac, le sucre, le gingembre, l'indigo et le coton sont les principales productions qui se pratiquent dans ces îles. Bon, en fait, depuis 1640, il y a eu une reconversion qui s'est opérée. Cette reconversion, elle s'est opérée vers la révolution du sucre. On a introduit depuis le XVIe siècle les plants de canne à sucre en Amérique, dans les Antilles plutôt. Et on sait qu'il y a une production qui va monter crescendo à partir de l'arrivée de Poincy, hein, Philippe Lonvilliers de Poincy, qui devient lieutenant général des Antilles, et il est implanté à Saint-Christophe. Cette production, elle est supportée parce qu'on fait venir des ingénieurs hollandais. Un accord est trouvé à la Martinique, puis à la Guadeloupe pour faire venir le père puis le fils Trézel, donc des marchands rouennais qui sont d'origine hollandaise. Et cette production, elle rencontre du mal elle a du mal à décoller au départ parce qu'on ne maîtrise pas bien la technique pour faire du sucre blanc. Mais à partir de la décennie 1650-1660, eh bien, on va connaître un succès, un essor spectaculaire de la production du sucre. Euh, Cependant, la Compagnie des îles va faillir. Elle va, elle va faire faillite face notamment à l'insurrection menée par Poincy. Les îles sont cédées à des seigneurs propriétaires, je dirais même des gouverneurs seigneurs propriétaires. L'essor de cette production sucrière, je vous la donne en quelques chiffres. En 1640, il y a une, un moulin, une sucrerie, pardon, à la Guadeloupe, une à la Martinique, une à Saint-Christophe. En 1650, on en compte 17 à Saint-Christophe, 18 à la Martinique en 1661, 71 à la Guadeloupe. Donc, c'est une activité qui s'est grandement développée. Je termine sur un dernier point pour la conclusion. Ça fera plus qu'une minute. Voilà. Euh, pour conclure, l'évolution finalement de la production du commerce aux Antilles sur ce qu'on appelle ce premier âge colonial, euh, il se, il est scellé par ce qu'on voit dans le mémoire du sieur de Formont, qui lui, eh bien, incite le roi à reprendre les possessions des îles, à en reprendre possession et à créer une compagnie de commerce sur le modèle hollandais, compagnie de commerce, donc la Compagnie des Indes occidentales. Euh, la personnalité même de Pierre de Formont qui peut suffire à résumer. Lui, il est conseiller de Jean-Baptiste Colbert. C'est un grand banquier, c'est un marchand. Il ne s'est jamais rendu aux îles. Mais il va sceller quelque part le sort hein, de ces compagnies de commerce et puis même des seigneurs propriétaires, puisque en 1661, hein, toutes les concessions sont révoquées par le roi, et en 1664, eh bien, un arrêt du Conseil interdit commerce avec les Hollandais, puis crée la Compagnie des Indes occidentales. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'attire simplement votre regard sur le dernier point, hein, c'est cette carte qui nous montre les possessions françaises aux Antilles. Bien sûr, je n'ai pas développé l'ensemble de la conquête des îles, mais on y voit la forte présence des Français et qui a pu être motivée hein, justement par ces succès commerciaux. Enfin, la bibliographie enfin, sur laquelle on peut revenir très brièvement, c'est que j'ai cité Guillaume Rochefort qui a été réédité. J'en ai discuté avec certains d'entre nous tout à l'heure, hein. Il y a tout un corpus documentaire qui a été réédité. C'est cette collection de Bernard Grimbert à l'Harmattan. Donc il y a Charles de Rochefort et entre autres qui ont été l'objet de rééditions récentes. Voilà, je vous remercie.